de retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet avec nous. Nos invités, Monsieur Zamba, avocat, Monsieur Kibangou, économiste, et notre éditorialiste, Alfred Chango. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Depuis plus de 10 ans, le gouvernement congolais a entamé la mise en œuvre d'une politique de construction de logements dits sociaux, par exemple à Brazzaville ou encore à Pointe-Noire. Encore faut-il savoir à qui ces logements sociaux sont destinés, à la classe sociale la plus fragile comme initialement prévu ou à la classe moyenne, celle qui aura véritablement les moyens financiers d'acquérir ces habitations. C'est un reportage qui nous a été préparé par Deva Panzou. Regardez. La question du logement au Congo constitue un véritable casse-tête pour la population. Ayant compris cela, le gouvernement congolais a lancé depuis 2002 une politique de construction massive des logements sociaux et économiques dans différentes villes dont Brazzaville, Pointe-Noire, Oando, Oyo et Kinkala. Ainsi, gérés par la société de promotion immobilière, ces logements sont constitués des villes à plein pied, des appartements, des bâtiments R+1, F3, F4, F5 et F6 sur des superficies allant de 60 mètres carrés à 300 mètres carrés. À Brazzaville, ceux construits au camp Clairon, au camp 15 août, à Bakongo, à Mpila et à Kintele ont embelli davantage la ville. Ces logements ont été construits pour les Congolais, mais il reste à savoir lesquels. Car vu le standing de ces bâtiments, certains citoyens dont les moyens financiers ne sauraient répondre à une telle offre considèrent le coût élevé de ces logements comme étant une barrière. De nombreux logements sociaux construits sont bien souvent réservés par des autorités administratives à divers niveaux, faisant place à la spéculation ou à la corruption. Le Congolais moyen a-t-il les moyens de s'offrir les logements sociaux construits par l'État? Et s'il en a les moyens, est-il facile de rentrer en possession de ces logements? Quel accompagnement des banques? Quel soutien de l'autorité centrale? Face à ces interrogations, les réponses issues de la réalité vécue par les Congolais sont multiples. Les logements que le gouvernement considère comme sociaux sont très loin de l'être selon les observateurs, car selon eux, l'aspect social permettant l'accès aux Congolais les plus démunis n'est pas pris en compte. Les logements sociaux, s'il faut les appeler ainsi, peut-être par exagération, ne sont véritablement pas sociaux, parce que le coût est encore hors de portée de bourse du Congolais moyen. Et lorsqu'un logement social, entre guillemets, construit par l'État coûte entre 25 millions et 70 millions de francs CFA, je ne crois pas que cela soit à portée de bourse. Je préfère qu'on puisse dire que le gouvernement a construit les logements de l'État. Lorsqu'on parle de logements sociaux, le terme social, ça veut dire que la destination permettra à ce que les personnes qui n'ont pas assez de moyens, les personnes démunies, la classe moyenne, puissent avoir accès. La politique de construction de logements publics a été pourtant saluée par les citoyens congolais. Celle-ci a aussi permis d'embellir et de moderniser certains quartiers. Mais à ce jour, les initiateurs de ce projet devraient envisager une politique qui faciliterait l'accès à ces logements par les citoyens congolais. La politique, elle existe parce que le chef de l'État, dans son programme Le chemin d'avenir, avait pour objectif de construire 100 000 logements sociaux. Aujourd'hui, avec sa nouvelle politique, je crois que ça va se poursuivre. Malheureusement, la politique qui ferait que ces logements sociaux soient facilement accessibles, pour moi, je pense qu'elle n'existe pas. Même son de cloche dans les rues de Brazzaville, où les habitants de différents quartiers ressentent quotidiennement les difficultés d'accès à un loyer. Des difficultés auxquelles ils ne peuvent faire face vu leurs faibles revenus. Ces logements, selon eux, ne sont guère destinés aux basses classes sociales. On a construit des logements sur le site des explosions du 4 mars 2012. Jusqu'à ce jour, ces logements sont inhabités. La population est-elle informée de cela? Je ne pense pas que nous ayons cette information. Jusqu'à présent, on ne sait pas où en sont les travaux. Si on fait attention, on se rendra compte que la qualité de ces logements n'est destinée qu'aux riches et non à la classe moyenne. Cela n'aide en rien les citoyens congolais. Jusqu'à présent, on ne sait pas l'état des travaux. Les travaux sont arrivés à quel niveau? Les Congolais ne savent rien. Les Congolais ne savent pas si les maisons sont
en location ou bien ils vont vendre ça. Le manque ou la faible communication de l'État sur les modalités d'accès à ces logements agace plus d'un Congolais. De plus, le constat est fait par certains observateurs de l'occupation de ces logements avant même d'être inaugurés. Certains murs se dégradent sans avoir accueilli le moindre occupant. Il faut que l'État agisse par le biais des banques pour pouvoir faire que ceux qui sont à la recherche d'un logement puissent y avoir accès et assouplir dans les conditions, n'est-ce pas, d'accès aux logements sociaux. Habiter dans ces logements modernes nécessite également une culture d'entretien du bien public, car bon nombre de citoyens qui aspirent à ces habitations ont souvent vécu dans des conditions moins reluisantes que celles qu'offrent ces logements de l'État. Ainsi, une préparation mentale serait nécessaire si le gouvernement décide de les mettre à la disposition de la classe moyenne congolaise. Se loger dans les bonnes conditions, c'est un aspect culturel. Donc, il faut préparer les gens à pouvoir, parce que nous sortons des petites huttes, n'est-ce pas, des maisonnettes, et nous allons occuper des espaces dont l'État va mettre à notre disposition, parce que vous ne pouvez pas occuper ces espaces et salir ça en un mois. C'est pas normal. Quelles sont les conditions qu'il faut pour que vous puissiez vivre dans ces milieux? Les Congolais considèrent cette politique de construction des logements de l'État comme un privilège réservé à une classe favorisée, aux riches. Ainsi, ils suggèrent tout simplement, les fonctionnaires par exemple auraient souhaité bénéficier d'un assouplissement particulier des coûts d'accès à ces logements sociaux. L'État doit revoir le coût mensuel de chaque logement. Et ce n'est qu'en revoyant le coût qui doit être adapté au salaire le plus bas, donc au SMIC congolais. À ce moment, ces logements sociaux pourront être à la disposition de tous les citoyens congolais. Vous entendez parler par exemple des érosions qui se passent dans les quartiers périphériques. Il y a des gens qui sont en difficulté. Mais ce seraient ces premières personnes qu'on aurait pu destiner ces maisons parce qu'ils ne sont pas citoyens par hasard. C'est depuis 2002, sous l'impulsion du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, que la société de promotion immobilière est à pied d'œuvre en vue de relever le défi de l'accès pour chaque citoyen congolais à la propriété immobilière. Le vaste programme de logements sociaux et économiques qui se réalise à Brazzaville dans les quartiers Bakongo, Concléron, Conquinzout, Mpila et Kintélé prévoit la construction de plus de 1300 logements dont certains sont achevés et commercialisés. Mais cette question ne préoccupe plus du tout le citoyen congolais qui se sont mis à l'écart dans ce projet onéreux. Les premiers logements ont vu le jour dans les années 80 dans les quartiers Mukondo et OCH à Mongali 3. Ils avaient permis de loger les fonctionnaires à un coût favorable à leur acquisition. On promet aux Congolais des logements sociaux à des prix censés être abordables et au final, ils ne savent même pas vers quel organisme se tourner pour connaître les modalités d'acquisition. Monsieur Kibangou, pourquoi est-ce aussi flou? Vous savez, de façon triviale, je veux dire que ce programme de construction de logements n'a pas été conçu pour construire des logements pour les Congolais, le Congolais lambda. Pourquoi? Parce que non seulement les coûts sont excessifs, le coût de construction est très cher, parce que les matériaux de construction, plus de 80% viennent de l'étranger. Donc du coup, on se retrouve avec des logements qui sont chers. Bon, deuxième point, il ne faut pas oublier que 75% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, qu'est-ce qui peut acquérir des logements qui coûtent 25 millions, 100 millions? Donc, c'est ça le problème. Donc, il y a inadéquation entre l'offre donc de logement qui est sur place et la demande, donc la population qui est pauvre. Voilà, donc je crois que la première solution serait, ou bien la façon par rapport à ces genres de programmes, ce serait de construire des logements accessibles aux Congolais. Mais comment le faire? En utilisant des matériaux locaux. Par exemple, on a vu au Burkina Faso, en Afrique du Sud, et puis dans d'autres pays arabes, où on utilise le matériau local, notamment de l'argile. Au Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle le Ouaga 2000. Les logements de Ouaga 2000 ont été construits 95% de l'argile, 5% du ciment. Du coup, les logements sont moins chers, donc accessibles à la population. Alors que là, dans le cas du Congo, la plupart des matériaux sont importés. Du coup, on se retrouve avec des logements qui sont chers, extrêmement chers, 25 millions, 100 millions. Ça, le Congolais, là, ne peut pas les acquérir.
Et parce que ce qu'il faut, c'est loger les familles qui vivent dans des conditions très précaires, des foyers dont les revenus, Monsieur Zamba, sont très très bas. On le sait pourtant, ils devront payer le loyer de logements sociaux qui sont bien trop élevés par rapport à leur salaire. Pourquoi n'y a-t-il pas une agence qui régulerait les prix, qui plafonnerait les prix de ces logements sociaux? Ce serait quand même plus logique. Oui, voilà, vous avez dit quelque chose de très intéressant, logique. Voilà, en fait, toute la question se joue à ce niveau. C'est-à-dire que la question, c'est quelle logique organise et gouverne la construction et la mise à disposition de ces logements dits sociaux. J'aimerais juste, à titre préliminaire, préciser que l'accès à un logement décent est un droit inhérent à la dignité de l'être humain qui est fondamental. C'est-à-dire que pour un État qui respecte sa population, aider à l'accession à un logement décent pour sa population, c'est un aspect important pour un gouvernement. Donc, à partir du moment où on construit des logements sociaux, dits sociaux, parce que le côté social du logement implique que le prix soit suffisamment abordable aux couches sociales les plus défavorisées. C'est-à-dire que pour un gouvernement logique, en revenant toujours à ces mots, il aurait fallu faire d'abord une étude pour savoir un peu le prix, le revenu, comme on dit le SMIC, ou le revenu moyen du Congolais est situé à combien? À partir de ces revenus moyens, comment l'État peut aider sur la base de ces revenus moyens pour aider à l'accession au crédit, pour faciliter l'accession à la propriété de ces logements dits sociaux. À partir du moment où ce n'est pas fait et que le logement mis à la disposition du public est un logement avec des prix prohibitifs, on ne peut plus parler de logements sociaux, on parle de logements de privilégiés. Là, on est dans le cas des logements de privilégiés, puisque la réalité, ça va être laquelle? C'est que ce sont en général des fonctionnaires, et pas n'importe quel fonctionnaire, des fonctionnaires qui occupent des postes clés et par lesquels ils ont accès à une masse salariale plus importante, qui vont accéder à ces logements. Donc la réalité de la situation, il ne faut pas parler des logements sociaux, mais des logements des privilégiés. S'ajoute à ça la spéculation qui va bon train au Congo. On ne va pas faire un débat sémantique, Alfred, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de logements sociaux? Non, ce ne sont pas des logements sociaux, à proprement parler, ça se voit. Et tout ce qui a été dit ici le démontre. Le problème, il est là, c'est-à-dire que, mais si on en revenait au premier sujet de la gestion des revenus du pétrole. Il y a longtemps qu'on serait sorti de cette situation, on aurait construit déjà le nouvel habitat dans l'environnement actuel. Là, on délocalise, on construit des sites spécifiques qui ne sont pas accessibles aux premiers venus au Congo-Brazzaville. Ce qui va se passer, c'est que l'acquisition de ces logements, ça sera l'affaire de ceux qui appartiennent à l'oligarchie du Congo-Brazzaville et que la population, elle, sera encore une fois de plus défavorisée. La solution, ça serait plutôt que l'État, puisqu'il y a le revenu du pétrole et ce revenu du pétrole appartiennent au Congo comme ce pétrole appartient aux Congolais, de faire que l'État amortisse par lui-même et puis qu'on mette ces logements à disposition suivant la possibilité de chacun de payer. Monsieur Kimongu, est-ce qu'on pourrait imaginer une agence qui contrôlerait les tarifs des loyers? Mais tout ça, il faut, on revient toujours à la gouvernance et puis à la gestion d'un pays. Il faut un pays organisé. On est dans un pays comme le Congo où rien n'est organisé. Je vous donne un chiffre, alors qu'il faut à peine peut-être un mois pour créer une entreprise dans un pays qui sort de guerre comme la Centrafrique. Au Congo, il faut au moins plus de 4-5 mois. Donc il y a tellement de tracasseries parce que le pays est mal organisé. C'est un problème d'abord de gouvernance, un problème d'organisation. Le Congo n'a d'État que le nom. Voilà. Monsieur Zamba, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État congolais fait au moins quelque chose pour réguler ce marché de l'immobilier, ou est-ce qu'on peut dire que l'État aujourd'hui est absent de la politique foncière? Écoutez, moi, il y a un élément de langage que j'ai retenu dans les reportages, c'est l'embellissement. Voilà, donc on peut dire que le gouvernement congolais embellit la capitale, c'est-à-dire en érigeant des immeubles qui font, ça fait beau, voilà. C'est-à-dire quand on se promène dans les rues, on se dit tiens, c'est beau. Voilà, donc on peut le dire, c'est-à-dire qu'il y a un souci d'embellissement, mais même cet embellissement n'est pas organisé. C'est un embellissement, je dirais, fractal. C'est-à-dire qu'un coup c'est beau, un coup c'est pas beau, un coup c'est beau, un coup c'est laid. Et dans cette dimension fractale,
bien courageux, c'est lui qui arriverait à s'en sortir. Et moi, je pense que le Congo aujourd'hui est dans un état où tout va à volo. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites, il y a certainement de la volonté, de la bonne volonté, je n'en sais rien. Souci de beauté, oui, mais souci de beauté parfaite, harmonieuse, j'en sais rien. Et je pense que les Congolais qui vivent sur place, ils en savent mieux que moi et mieux que nous ici sur le plateau. Et je pense que le gouvernement congolais, à mon avis, devrait penser plus aux populations. Il faudrait faire des politiques à la taille de la population. Je veux dire, à la taille des réalités financières de la population. Il faut penser aux populations qui souffrent des érosions, comment les replacer dans le logement. Les populations qui ont perdu des habitations lors de la crise du 4 mars, oui. Comment les mettre en situation, parce que c'est important pour la dignité d'un être humain de pouvoir payer son logement. Donc pour ça, il faut y penser. C'est une question de dignité. Et c'est l'heure de... Alfred, vous vouliez réagir très rapidement? Oui, très rapidement, dire simplement que ça, c'est de la cosmétique, tout simplement, hein, pour faire croire effectivement que... Mais ici, sur ce plateau, nous ne disons pas que ce n'est pas bon de construire des logements à mettre à disposition de la population. Sans aucun doute, c'est une bonne politique. Simplement, il faut qu'elle soit adaptée à la réalité des populations congolaises. Bien évidemment. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.